David Techer, je suis DBA PostgreSQL depuis plus d'une quinzaine d'années. Dans cette courte vidéo, j'aimerais partager mon avis sur le métier en lui-même. Et la question que je me pose dans cette question, c'est DBA PostgreSQL, oui, mais production ou développement? Parce qu'en fait, ce que beaucoup de personnes ignorent, dans la tête des gens généralement, que ce soit un futur employeur ou quelqu'un qui découvre PostgreSQL, pour lui, il y a toujours un DBA PostgreSQL, c'est le mec qui gère la base, il doit s'assurer que la base elle marche bien, c'est aussi un expert en niveau SQL. Enfin bref, il y a toute une image autour du métier de DBA PostgreSQL. Aujourd'hui, il existe plein de formations concernant PostgreSQL. On peut par exemple citer à titre d'exemple Dalibo, qui est à la fois un formateur, un support. C'est le premier provider concernant les formations sous PostgreSQL en France, c'est une référence. J'ai d'ailleurs certains de mes anciens collègues ou de mes collègues actuels qui travaillent là-bas. Mais on doit quand même dire que le métier se spécialise au niveau de deux branches, la production ou le développement. Et comme je le mets sur ma page, dans mes notes, le DBA peut être amené à côtoyer les deux, c'est-à-dire être à la fois production ou développement. Il peut être aussi amené, en fonction de ce que demande son travail et les besoins des clients, soit faire 50-50 ou 75% production ou 25% développement, ou 25% production ou 75% production. Mais ça joue toujours entre les deux. Parce qu'en fait, il faut savoir que le métier de DBA, on intervient à la fois sur le front-end et le back-end. Le back-end, c'est, pour donner une image toute simple, c'est l'arrière-boutique. Le front-end, c'est comme c'est la boutique, quoi. C'est comme un site web, en fait. Derrière, il y a une base de données MySQL ou PostgreSQL, peu importe. Ça, c'est le back-end. Et donc, pour revenir au métier de DBA et les deux casquettes, donc justement, ça peut jongler entre les deux. Mais, au fil du temps, au fil des années, un DBA peut être amené à choisir entre les deux. Ça arrive que certains choisissent la carrière de gérer les deux. Moi, au bout de plus d'une dizaine d'années, moi je me suis spécialisé dans le métier de production. J'ai délaissé le côté développement parce qu'en fait, bon, ça me correspond le plus, quoi. Donc ici, on va essayer de dresser un peu le portrait des deux. On va commencer d'abord par voir quelles sont les principales différences dans les deux métiers, en fait. Donc là, j'ai donné l'image du frigo, donc c'est pour vous donner une idée. Pour revenir à cette image de frigo, en fait, le DBA Dev, c'est un peu comme un chef cuisinier. Il a préparé ses plats et tout, les amis, il travaille avec les cuistots et tout, il a une équipe de cuistots, il travaille avec eux. Mais ces plats, ben, comme c'est des plats de luxe, il faut pouvoir les conserver. Et donc, il faut les mettre au frigo. Et c'est là justement qu'intervient l'image. C'est une image qu'on prend souvent quand on parle du métier pour les différencier tous les deux. Le DBA Dev, en fait, il a besoin de conserver ses plats pour qu'on puisse les consommer plus tard, donc il va les mettre dans les frigos. Et c'est là qu'intervient le DBA de prod. Le DBA de prod, lui, il s'occupe de gérer le frigo. Il s'assure que le frigo tourne 24 heures sur 24. Si on ajoute des plats supplémentaires, bah, il va être capable. Comme je mets dans mes notes, on n'a qu'à imaginer que c'est un frigo industriel, donc il est extensible. Le DBA doit s'assurer que si par exemple c'est un plat qui doit être conservé à 4 degrés au-dessus de zéro, ben, il va s'assurer de prendre un frigo spécialisé avec des compartiments qui règlent la température à 4 degrés. Il s'assure qu'il y a assez de place dans le frigo. Enfin bref, lui, il s'occupe de ça. Et comme je note, c'est son travail quasiment à 100%. Il a une connaissance succincte, très légère du contenu des plats. C'est pas trop son travail en fait. Le DBA Dev, lui, pour revenir à l'image du frigo, le DBA Prod c'est le contenant, le DBA Dev, lui, c'est le contenu, donc les plats. Bon, pour revenir plus sérieusement maintenant, c'est quoi la différence principale entre les deux? C'est que le DBA Dev, lui, il travaille avec les équipes de développement, il voit à court terme. Donc on lui demande de travailler sur une application logicielle, il va travailler avec les équipes de développement, il va leur donner les bonnes normes à respecter, les normalisations SQL, les normes 1F et tout, pour éviter le genre de redondance de données, faut-il prendre pour éviter que les données soient dupliquées, faut-il découper une base en petites tables, ce genre de choses. Il va leur dire comment bien écrire, normaliser et bien écrire leur code SQL, l'indentation, ce genre de choses. Faut-il préférer ce genre de type par rapport à un autre. Ça, c'est son travail. Donc il travaille avec eux, s'il sera peut-être amené à fournir la documentation en interne pour donner des directives, pour leur dire comment bien écrire leur code SQL pour qu'il puisse être repris par d'autres. Donc ça, c'est son travail. Mais pour revenir justement
la différence principale, c'est que lui, le DBA de prod, lui, il voit sur le long terme. C'est-à-dire que, tiens, le DBA de dev, pour revenir à l'image du frigo, il met son plat dans le frigo, voilà, il s'est livré. Peut-être que plus tard, il va avoir d'autres commandes, donc le nombre de plats, il va augmenter. Donc le DBA de prod, il doit voir sur le long terme, il doit prévoir que ben, le frigo, il va grossir. Et pour justement revenir à cette analogie, une volumétrie de données est amenée à grossir. Et des temps de requête parfaits à un temps donné ne se révéleront plus nécessairement les mêmes sur le long terme. Peut-être qu'il va falloir tuner la base, il va falloir peut-être modifier certains paramètres, ajouter plus de mémoire. Par exemple, si par exemple c'est des requêtes de tri avec un select order by ou des fonctions de hashage, ça va peut-être demander d'allouer par exemple le fameux paramètre workmem qui va peut-être demander de pouvoir tuner. Peut-être juste avant la requête, il va falloir mettre set workmem à une certaine quantité de trucs. Justement, ça c'est le travail du DBA de prod. Il faut qu'il le prévoie. Il faudra peut-être il discute aussi avec le DBA dev pour le dire tiens, mais juste avant que tu lances ta requête avec ton order by, il faudra peut-être mettre ça juste avant. Ça, voilà, vous voyez, ils travaillent tous les deux de concert. C'est pour ça que je vous dis que le DBA dev il voit sur le court terme. Le DBA de prod, justement, lui, il doit gérer le frigo. S'il y a plein de plats à l'intérieur, il faut qu'il le prévoie, quoi. Donc ça, il est très consciencieux là-dessus, quoi. Si on revient, donc là, j'ai plus ou moins passé sur le métier de DBA dev. C'est vraiment une des casquettes très importantes. J'ai déjà cité quasiment tout ce qu'il fait. On revient dessus succinctement. Il travaille de concert avec les équipes de développement. Il travaille aussi avec les équipes de management pour voir quels sont leurs besoins. Il rédige le cahier des charges. Il valide le cahier des charges. Il valide qu'il n'y a aucune erreur. Ensuite, il le transmet aux équipes de développement. Il voit avec eux quelles sont les bonnes directives, quelles sont les bonnes normalisations. Il doit éviter autant que possible qu'il y ait de la redondance de données. S'il faut découper une petite table, il va voir en sorte comment on va faire le MCD de la base, ce genre de choses. Il a une très très bonne connaissance de tout ce qui est SQL. Voilà, c'est une très bonne connaissance des applications métiers par rapport au DBA de prod. C'est l'un des points les plus importants. Il a une très bonne connaissance des métiers SQL, des applications métiers, donc du langage SQL, contrairement au DBA de prod. Et oui, il faut comprendre que le DBA de prod, lui, son travail, c'est s'assurer qu'il y a l'existant, les données vont être amenées à grossir, donc il y aura une plus grosse volumétrie, les temps de réponse doivent être assurés quelle que soit la volumétrie en question, donc il doit s'assurer de ça. Quel genre de personne peut faire ce métier? Bon, par exemple, généralement, c'est quelqu'un qui a soit un bac plus 3 et une école d'ingénieur, qui a commencé sur le tas en tant que junior, qui a fait du développement, soit peut-être en Java, en PHP, en C++, bon, en Go, peu importe le langage. Et au fil du temps, il s'est spécialisé, il a apprécié le développement en SQL. C'est un langage qui lui parle, il aime bien être. C'est quand même un métier qui demande beaucoup de responsabilités. C'est comme le métier de DBA de production, mais c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'échanges avec les autres équipes en fait. Il faut aimer les échanges, il faut aimer le challenge, et c'est ce genre de métier. Au mieux, comme je dis, il s'est formé au fil de son expérience, voire au mieux, il a plus une formation PostgreSQL, parce qu'en fait, le langage SQL, c'est quelque chose. Si on a le l'acquis, on a de la bouteille, comme on dit, par rapport à des expériences passées, c'est bien. Mais si on a une formation, par exemple, avec, je sais pas, avec ENSI qui propose ça, ou avec Dalibo, ou peu importe, enfin bref, il y en a plusieurs des prestataires qui proposent des formations sur PostgreSQL. Vous tapez Google, vous verrez, il y en a énormément. Mais comme je dis, le concept de redondance de données, tout ça, c'est la normalisation SQL, ça c'est des choses impératives de ce métier. Il faut impérativement travailler. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le front-end en fait. Mais il travaille souvent de concert avec le débat de production s'il y a des choses à modifier. Mais voilà. Mais lui, c'est un livrable à. Normalement, quand il donne un livrable, après, il transmet au débat de production. C'est au débat de production qui doit s'assurer de la longévité du projet, quoi. Parce que le DBA de production, c'est très bien que une fois livré, tout ça, ça va grossir, il va y avoir plus de données à gérer, les temps de réponse doivent être excellents, aujourd'hui comme sur le court terme, comme sur le long terme. Et aussi un point très important, c'est la notion d'architecture, de sharding, par exemple introduit dans la PostgreSQL 10, 11, 12. La notion de scale-up, la notion de verticalité, horizontalité, ça c'est des choses aussi qu'ils doivent moins savoir. Parce que ça c'est quelque chose sur lequel un débat de production est très très sensible. Maintenant passons à l'autre casquette, le DBA de production. Bon, on va peut-être me dire j'ai mis plus de points. Bon, c'est vrai que j'ai plus de points. La liste des points dans ce côté-là est beaucoup plus fournie de mon côté parce que c'est mon métier en fait.
Alors, il travaille de concert avec l'équipe de développement, mais aussi avec l'équipe IT, parce qu'en fait, c'est un poste, le poste de métier de DBA de production, c'est un poste qui a la jointure entre à la fois avec les équipes de production, le management, le développement, parce il est plutôt issu du monde de le IT, ce qui est la gestion admin 6 en fait, hein, l'exploitation comme on dit, quoi. Il est responsable de la mise à disponibilité de données pour les clients. Il gère un ou plusieurs parcs PostgreSQL, donc ça peut être des parcs physiques, ça peut être un parc par exemple, un poste de parc je sais pas, dans un data center par exemple à Marseille, un autre à Lille, donc il doit pouvoir gérer tout ça. Il doit aussi gérer la mise à disponibilité des serveurs sur toutes les plateformes, par exemple un DBA un DBA de production est amené à gérer plusieurs plateformes. Ils travaillent souvent de concert avec d'autres débats de production, donc il est préférable qu'il y ait une bonne entente entre eux. Il peut être soit le responsable de la plateforme de développement, la plateforme de validation, la plateforme de recettes, la plateforme de production. Généralement, c'est la plateforme de production. Lorsqu'il a accès à la plateforme de production, lorsqu'il vient d'arriver, généralement, il commence par le développement, la validation, et on le met en production une fois qu'il a par contre, que l'équipe de DBA de production qui le suit estime qu'il a l'expérience, il a la bouteille suffisante pour basculer en production. Moi, dans mes postes précédents, ben, je suis pas allé directement en production, hein. J'ai d'abord travaillé dans des bacs à sable et tout, pour voir ce que ça donnait, et ensuite je suis allé en production. Parce qu'aller en production, il y a des productions qui sont très sensibles. C'est Il y a une certaine culture qu'il faut avoir parce que la production, quand une production doit tourner 24 heures sur 24, c'est quelque chose de très important. En fonction des métiers et en fonction du profil recherché, un DBA de production peut être amené aussi à être joignable 24 heures sur 24. C'est pas toujours le cas, c'est très rare, mais on peut on peut lui demander. Donc s'il a des contraintes familiales, des enfants, c'est quelque chose aussi qu'il faut. Si vous répondez à une offre, c'est quelque chose qu'il faut. Si vous voyez qu'il y a des astreintes et tout, ben, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre mettre sur la balance, quoi. Il doit aussi veiller, par exemple, s'il y a des patchs applicatifs lors d'une mise en production. Donc, c'est-à-dire qu'une mise en production, ce que j'entends mise en production, c'est qu'on arrête tous les serveurs, on applique des patchs applicatifs, soit des upgrades SQL ou soit des upgrades pour les binaires. Donc, il doit être disponible pour pouvoir le faire. Un DBA de production veille toujours à ce que ses bases soient toujours à jour. C'est impératif parce que si. Pourquoi je parle de ça? Je peux donner un exemple tout simple. Par exemple, un outil qu'on appelle le Vacuum. VACUUM, le Vacuum, sous PostgreSQL. Entre deux versions mineures, il peut y avoir, par exemple, une modification dans le Vacuum. Donc, si par exemple le DBA de production est habitué à avoir un certain comportement du Vacuum et que du jour au lendemain, il ne l'a pas testé en développement ou en validation en recette avant de le pousser en production et qui s'aperçoit trop tard il n'a pas lu la documentation et il ne s'est pas aperçu qu'entre les deux, il y a eu des modifications pour le Vacuum, ben, ça peut être quelque chose de pénalisant en production. Donc il faut impérativement, c'est un métier qui demande quand même de se mettre à jour. Lorsqu'il y a des pages de PostgreSQL, par exemple, je sais pas, une version mineure, il faut quand même lire la doc pour s'assurer qu'il n'y aura aucun incident en production. Il peut aussi arriver, par exemple, c'était le cas dans la 9.1, mais qui n'est plus maintenu aujourd'hui depuis bien nombreuses années, mais c'est un exemple très parfait qui est très parlant. Par exemple, dans la 9.1, il y a eu des cas où, justement, arrivé à ce moment, on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre sans réindexer les bases. Donc, il fallait impérativement tout rejouer à un moment en réindexant les bases. Enfin, pour simplifier, hein, donc je dis ça comme ça. Bon, même si que pourrait que je dise une connerie, mais bon, c'est juste pour l'exemple, quoi. Donc voilà, quoi. Donc une réindexation en prod, ça coûte super cher et de réindexer, ça bloque tout le monde, quoi. Donc là, j'ai parlé de ça. Il faut aussi qu'il ait une bonne connaissance en tuning. C'est quelque chose de très impératif. Il doit savoir tuner ses bases. Il doit savoir connaître. Il n'a pas nécessairement, il ne doit pas nécessairement connaître tout ce qui est applicatif métier. Il ne doit pas nécessairement savoir ce qu'une application est obligée de faire ici ou là. Ça, il peut le voir en l'activant dans les logs. Il peut, par exemple, activer les logs en mettant le log min duration à 0,5 secondes ou à 1 seconde. Il va pouvoir voir les logs qui passent. Il peut aussi s'appuyer aujourd'hui sur des outils de monitoring. Il y a plein d'outils de monitoring. Il y a, par exemple, en ligne de commande, il y a Check Postgre qui est à la fois un outil, enfin un script qui peut être utilisé en ligne de commande, mais aussi une,
couche pour Nagios. Donc c'est par exemple un script qui est très connu. Il y en a plein. Donc il va s'aider, le BDA de production, il n'est pas tout seul, il travaille pas à l'ancien, il travaille pas uniquement en lisant le contenu des logs. Il s'aide aussi d'outils qui lui permettent de voir justement ce qui se passe. L'un des gros soucis qu'on peut avoir aussi, c'est qu'à force que des données soient mises à jour ou effacées en base, ben, comme PostgreSQL est basé sur le modèle MVCC, en fait, on ne bloque pas, c'est un principe qui dit qu'on ne bloque pas à la fois la lecture et l'écriture. Pour simplifier, je simplifie très gravement ici. Donc en fait, il va y avoir des lignes, quand elles sont effacées ou mises à jour, grosso modo, pour simplifier, en face, il va y avoir un marqueur qu'on appelle le CTID, qui va mettre la ligne en effacé. Mais physiquement, la ligne est toujours disponible, mais l'utilisateur ne la voit pas. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a une table qui est de plus en plus fragmentée, donc on perd de l'espace disque, et justement, il y a ce qu'on appelle le vacuum ou l'auto-vacuum qui permet justement de nettoyer. Donc ici, je simplifie à mort, hein, pour donner une idée, quoi. Donc à force qu'une table soit fréquemment mise à jour, ou fréquemment avec des données effacées, on a des données qui sont volatiles, mais physiquement, imaginez une table, je sais pas moi, qui contient par exemple une dizaine de données, mais ces données sont mises à jour, je sais pas, par exemple 20 000 fois, 30 000 fois ou 50 000 fois par jour. Vous allez les voir, mais au fur et à mesure qu'on les met à jour, on va faire un simple select sur l'intégralité de la table. Ben, au bout de peut-être 48 heures, si la table n'est pas nettoyée, ben, ça va prendre peut-être une minute, 30 minutes. Il va falloir lancer un vacuum pour justement effacer les lignes mortes. Donc ça, c'est quelque chose c'est la base en fait, hein. C'est quelque chose que le débat de production doit connaître. Par exemple, un DBA peut être amené à gérer des centaines de milliers de tables. Donc il faut qu'il puisse pouvoir, soit il applique le vacuum de manière générale, pour l'intégralité de la table en jouant sur les paramètres dans le fichier de configuration, soit il applique une politique au niveau des paramètres de la table. Et là, par exemple, là, c'est quelque chose de très... il faut du temps, hein. C'est quelque chose, ça demande du temps, il faut bien connaître son jeu de requêtes. Donc c'est pour ça que je dis que connaître les applications métiers, c'est quelque chose, mais la production, lui, se concentre là-dessus, quoi. Il doit s'assurer que le temps de performance, à un temps donné ou à un temps donné plus n, on a quasiment les mêmes temps de réponse. C'est l'un des impératifs du métier en production. Il doit aussi avoir une très très bonne expérience en tuning, c'est vraiment très important. Il doit savoir aussi qu'est-ce que c'est qu'une jointure, à quoi servent les différents types de requêtes, qu'est-ce qu'un plan d'exécution, pourquoi on doit tout souvent rafraîchir les données, à quel doit-il mettre le rafraîchissement pour le default statistique à sa valeur maximum, ou doit-il le descendre pour certaines tables. Bref, il peut s'aider d'outils de monitoring, c'est bien, mais il faut quand même avoir les outils de monitoring, c'est bien, mais il faut aussi quand même avoir une certaine expérience par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça que le tuning, concernant le débat de production, c'est la grosse différence qu'il y a entre le débat de production et le débat de développement, c'est que le débat de production, lui, au niveau tuning, il doit s'assurer à un temps T, quel que soit à court terme ou à long terme, quelle que soit la volumétrie, il doit s'assurer que les bases de données répondent 24 heures sur 24, et c'est vraiment impératif. Il doit aussi, bien sûr, comme c'est son travail, s'assurer que les données on puisse sauvegarder les données, donc c'est à lui de choisir la politique de sauvegarde. Est-ce qu'il choisit une politique de sauvegarde? Il a le choix entre une sauvegarde logique ou physique. Il existe des outils pour ça, je ne vais pas les passer en revue. Bon, par exemple, on a PGRS, on en a plein, quoi. Soit il choisit une politique de logique, c'est-à-dire sauvegardant uniquement les données en utilisant les outils que PostgreSQL met à la disposition du DBA, genre par exemple pgdump, pgrestore, qui eux permettent de faire une sauvegarde logique, ou va-t-il basculer vers un moment vers une sauvegarde physique? Parce qu'en fait, justement, il s'est aperçu qu'avec la quantité de données qu'il a, pgdump pour une sauvegarde donnée va bloquer. Est-ce qu'il va prendre une sauvegarde journalière, une grosse sauvegarde, une sauvegarde incrémentale? En début de semaine, lundi, il fait une sauvegarde physique, ensuite sur tous les jours de la semaine, il fait une sauvegarde incrémentale. C'est le genre de politique qu'il doit aussi savoir mettre en place. Concernant la haute disponibilité, ça c'est aussi quelque chose de très très important. Il doit pouvoir s'assurer, est-ce qu'il mise tout sur un logiciel qui va lui permettre d'assurer la disponibilité directe, c'est-à-dire il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de faire de la haute disponibilité, je ne vais pas les lister, mais ce qui est vraiment vraiment crucial, c'est que le temps, il doit impérativement minimiser les temps de panne annuels. C'est quelque chose de vraiment important. S'il y a un crash, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est quand ça arrive, ça c'est vraiment la pire des choses, quoi. C'est
Ça peut arriver, hein. Il doit aussi savoir faire de la R&D, la recherche développement sur PostgreSQL. Il doit aussi s'intéresser, par exemple, là par exemple, bah, j'ai un exemple concret sur la main, donc là par exemple là sur le site postgresqlfr.org qui est aussi justement tenu par les gérants de Dalibo. Il doit aussi se tenir à jour par rapport aux nouveautés concernant PostgreSQL. Est-ce qu'il y a des outils performants? Est-ce qu'il y a des outils qui vont pouvoir l'aider dans son travail de tous les jours? Enfin bref, c'est un métier qui est un métier très passionnant en fait. Et ce qui arrive aussi des fois, bah, c'est que on a peut-être des clients très importants qui demandent, par exemple, ça peut arriver, hein, que par exemple, au bout d'un an et demi, au bout d'un an d'archivage, un client appelle et dit tiens, ben, excusez-moi, j'ai besoin de récupérer les données hein, pour une telle date, tel jour, est-ce que vous pouvez le faire? Ça arrive. Donc dans ce cas-là, ben, si on a par exemple un provider externe qui permet de récupérer une donnée, il faut juste la remonter un jour pour que le client puisse récupérer les données, faire ce qu'il a à faire, patati patata. On peut aussi être amené à faire ce genre de demande. C'est quelque chose, bon, bah, comme on dit, ça coûte des trucs. Mais là, on vous attend surtout, c'est lorsque la base, il y a des soucis de lenteur. Là, croyez-moi, on va pas vous rater. Là, à chaque fois qu'il y a un souci de lenteur, c'est soit le téléphone il sonne, soit ça va être une avalanche de mails. Les clients ils sont pas contents. Voilà, c'est le métier de DBA de production, c'est un métier vraiment, vraiment. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, donc j'aime mon métier, donc voilà quoi. Voilà, c'est l'occasion aussi pour moi de faire un peu de. Je fais pas de la pub, mais faire un clin d'œil aux collègues d'Alibo. J'espère que tout le monde va bien en fonction malheureusement en fonction du confinement. Voilà, donc je vous le dis, si le métier de débat de production, PostgreSQL, c'est vraiment un très beau métier. C'est que ce soit, quel que soit. De toute façon, aujourd'hui, pour revenir à des collègues comme Dalibo, quelle que soit l'offre à laquelle vous souscrivez, il y a toujours quelqu'un. Vous pouvez souscrire un support pour pouvoir avoir un aide, parce que c'est vrai qu'engager un DBA PostgreSQL, ça a un coût quand même, hein. Et c'est là que là aussi aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle le DBAS, DBI as Service. Donc on peut prendre une offre chez Dalibo ou Second Quadrant ou peu importe, ou Enterprise DB par exemple. On appelle, ils vont pouvoir vous répondre et si votre base de données a un souci, ils vont pouvoir vous répondre. Voilà quoi. Donc je fais une vidéo assez large pour essayer de couvrir un peu. Je voulais dans cette vidéo couvrir un peu les deux casquettes. C'est un métier aujourd'hui qui est très demandé, mais c'est quelque chose de voilà. C'était mon avis que je voulais partager. Maintenant, en fait, ce qui fait aussi la grosse différence entre le métier de DBA de développement et le métier de DBA de production, c'est que ben, à force de faire de la production, ben, on est très proche des machines et on oublie aussi des fois. Ben, ça demande quand même avoir en prérequis avoir une bonne maîtrise du shell ou du Perl en fonction du langage en ligne de commande que vous avez l'habitude de gérer. Ça va aussi avoir une bonne connaissance de tout ce qui est distribution Linux, genre Red Hat ou Debian, parce que si vous postulez une offre et qu'il y a celui-là Red Hat ou la Debian, mais il faut aussi s'y connaître quoi. Mais il faut aussi avoir une bonne connaissance en tuning quoi. Parce que c'est en fonction du métier, les expériences de tuning ne sont pas nécessairement les mêmes. Ça ne suffit pas de se fier à la doc, il faut lire la doc, c'est quelque chose, mais c'est un métier, c'est comme Saint Thomas, hein. Il faut impérativement appliquer le truc de Saint Thomas. Je ne vois que ce que je crois, quoi. Il faut jamais croire ce qui est écrit dans la doc. Il faut la tester par vous-même. Voilà, c'est un métier passionnant. Voilà. Bah, je vous remercie de votre temps et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.